Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Aïcha, j'aimerais en fait rebondir sur 3 points pour faire le lien entre ton intervention et la mienne, et ensuite partir vers les Amériques. Alors, le premier point par lequel je commencerai serait celui concernant les Turcs ottomans. Il faut savoir que Charles Quint a souhaité, il y a plus donc de 500 ans, de créer, de mettre en place en fait l'Union européenne. Et il avait essayé de convaincre les pays européens de s'unir contre cette puissance musulmane qui les effrayait tant. Et les Européens n'ont pas voulu à l'époque, donc il leur a fallu quand même un peu plus de 500 ans pour pouvoir prendre la décision de s'unir, et de s'unir cette fois-ci non plus contre les Turcs ottomans, dont ils avaient réussi à disloquer l'Empire, mais s'unir pour contrecarrer la puissante civilisation arabo-musulmane. Pour parler également des arabo-musulmans, on va prendre le point concernant l'étymologie même du mot Europe, qui est Oruba, qui fait référence à Europa, qui était la fille du roi arabe syrien Agénor, qui avait été kidnappée et dont on a pris le nom pour donner à ce continent qui se trouve de ce côté-ci du monde, donc en faisant référence à cette jeune femme, à cette princesse arabe. Donc lorsque les Européens disent « nous sommes des Européens », en réalité ils sont en train de dire « nous sommes des Arabes, nous sommes des femmes arabes aimantes », ce qui est la signification du mot Europe, Oruba. Le troisième point sur lequel je voulais également rebondir, c'était bien entendu l'histoire des sciences. Donc l'histoire des sciences arabo-musulmanes, j'insiste bien entendu sur le terme arabe, parce que c'est la civilisation arabe qui a porté la civilisation musulmane pendant plusieurs siècles, et ensuite d'autres nations, d'autres peuples ont contribué à faire se développer cette grande civilisation. Donc lorsqu'on fait référence à l'histoire des sciences, en réalité, on fait référence à l'histoire des sciences qui ont été développées par les Arabes avant l'islam et ensuite par les arabo-musulmans. D'ailleurs, le premier verset à avoir été révélé, c'était Iqra. Et Iqra, c'est la recherche des sciences, la recherche de la connaissance, où qu'elle soit, même jusqu'en Chine. Et donc, ce point-là est extrêmement important. À chaque fois, on nous met face à la civilisation arabe, à la civilisation arabo-musulmane, les Grecs. Or, les Grecs, aux dernières nouvelles, n'ont pas eu autant de connaissances que cela. Cela a été même confirmé par un certain nombre de chercheurs, dont des chercheurs africains, qui ont même insisté sur le fait qu'il n'existait pas de documents en grec qui faisait référence à ces soi-disant connaissances scientifiques que possédaient les Grecs. Le premier point. Le deuxième point fait également référence au fait que les Arabes, avant l'avènement de l'islam, avaient conquis un certain nombre de territoires. Et parmi ces territoires, il y avait la Grèce. La Grèce dont la toponymie dévoile cette présence arabe qui datait de plusieurs millénaires, et ce territoire qui leur a été volé par les Hellènes, qui en ont pris possession, et qui ont pris également possession des connaissances qui avaient été donc développé par les Arabes. Donc qu'on ne me dise pas que les Arabes sont les facteurs des Grecs, parce que c'est une question que je repousserai d'un revers de la main avec des arguments scientifiques, et pas uniquement une volonté de mettre en fait les projecteurs sur la réalité scientifique. On nous parle tout le temps des Grecs, comme on nous parle également des Vikings lorsqu'il s'agit de la découverte de l'Amérique. Et il faut savoir que lorsque donc les Hellènes ont pris possession de ce territoire qui était la Grèce,
et qu'ils ont laissé la toponymie, entre autres, ainsi que les connaissances dans le domaine navigationnel, dans le domaine maritime. D'ailleurs, les fameux bateaux grecs ne sont autres que des bateaux arabes cananéens. Les Cananéens qui ont été qui ont été nommés par les Grecs phéniciens du fait de l'utilisation de cette couleur pourpre pour peindre leurs bateaux. Et donc les Cananéens qui n'étaient pas belliqueux ont laissé ce territoire, ont laissé ces connaissances navigationnelles et ont continué leur chemin. D'ailleurs, ils avaient un certain nombre de territoires tout le long de la Méditerranée, au nord aussi bien qu'au sud. Et il faut également souligner le fait qu'un certain nombre d'îles de la Méditerranée étaient purement arabes, bien avant l'avènement de l'islam. Parmi ces îles, il y a bien entendu les fameuses îles grecques, mais il y a également la Corse, il y a la Sardaigne et la Crète, etc., la Sicile, bien entendu. Il y a également des villes qui ont été bâties par les Arabes, telles que Marseille, Marsa'el, qui signifie le port de Dieu, ou bien le port tout simplement. Il y a les villes de Cadix, il y a cette présence arabe qu'on appelle entre guillemets, qu'on nomme phénicienne à travers toute la Méditerranée. Et donc les Arabes, pour expliquer cette rencontre entre l'islam et le continent américain, qui est le sujet de mon intervention aujourd'hui, il faut pour cela insister sur le point qu'il y a un certain nombre d'éléments archéologiques, maritimes, scientifiques auxquels il faut revenir pour pouvoir comprendre ce cheminement, ces caravanes maritimes qui avaient lieu depuis des millénaires, depuis l'océan Atlantique aussi bien que depuis l'océan Indien et Pacifique, vers ce continent américain qui aurait été soi-disant découvert par Christophe Colomb en 1492. Comme vous le remarquerez, 1492, tout comme par hasard, il y a eu la chute de Grenade et ensuite tout d'un coup, le grand génie de la navigation, Christophe Colomb, découvre l'Amérique. Faut-il en conclure que jusqu'en 1492, aucun être humain doué d'intelligence n'a été capable de se dire « Ah, peut-être qu'au-delà de l'océan Atlantique, l'océan des Dolomites, des ténèbres, il existait peut-être un continent que nous ne connaîtrions pas. » Donc, il faut savoir une chose, tu as parlé tout à l'heure de Huelva et du fait qu'il y ait des chercheurs dans le sud de l'Espagne qui sont en train de contester cette volonté de nier cette présence et cet apport arabo-musulman à l'Europe et même à l'humanité. En 2011, je suis partie dans le sud de l'Espagne faire une série d'interviews pour un film documentaire que je voulais réaliser pour mettre en évidence, mettre en exergue et faire connaître cette présence et cette découverte de l'Amérique par les arabo-musulmans. Sachant que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on parle d'Andalousie, mais on parle de l'Espagne aussi bien que du Portugal, car les connaissances maritimes que possédaient les Portugais aussi bien que les Espagnols étaient des connaissances qui étaient purement arabo-musulmanes, comme l'a souligné un chercheur américain du nom de Bailey Diffie. Donc cet homme a fait un certain nombre de recherches dans ce domaine-là. Excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui. Donc lui-même ainsi qu'un certain nombre d'autres chercheurs ont fait donc beaucoup de travail intègre pour essayer de mettre devant les yeux de tous les lecteurs en fait, du monde le fait qu'il y ait eu une certaine falsification et une falsification certaine de l'histoire de l'humanité. Cette histoire de l'humanité qui a été dépouillée de l'apport africain et de l'apport nord-africain dans le domaine maritime. Et j'insiste bien dans le domaine maritime parce que c'est le moyen de transport qui a été utilisé par les civilisations passées pour se mettre en contact les uns avec les autres, pour traverser les océans et pour porter la connaissance, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine de l'orfèvrerie, dans le domaine maritime, dans le domaine religieux, dans le domaine politique, économique, etc.
Donc, c'est ainsi que M. Christophe Colomb, le grand génie de la navigation, a vécu à Huelva, dans le sud de l'Espagne, dans un monastère à Palos de la Frontera, au sein de ce monastère qui était dirigé par les moines franciscains. Et tout d'un coup, il met en place un projet qu'il souhaiterait voir financé par les rois catholiques pour justement traverser l'océan afin de, soi-disant, mettre en place une voie maritime vers l'ouest pour atteindre donc les Indes. Christophe Colomb a vécu donc à Palos, dans un monastère, où 150 ans avant lui a vécu un moine franciscain qui a fait un voyage depuis le Maroc donc vers les îles Caraïbes, afin donc ils l'ont pris avec lui. Il a fait donc ce voyage et à son retour, il a écrit un livre qui s'appelle Le Livre de la Découverte, Le Libro del Descubrimiento, et dans lequel il relate tout son voyage avec les arabo-musulmans et en citant les noms des différentes îles qu'il a visitées. Donc ça, c'est le premier point. Donc il n'est pas tout à fait... je veux dire, c'est une idée qui ne lui est pas venue comme ça, c'est pas né d'une volonté simple de découvrir une route, mais c'était simplement la volonté justement d'aller à la découverte de cette île, de ce grand continent, parce qu'il faut savoir que le terme île par le passé faisait référence à un continent et n'avait pas la même signification que nous en donnons aujourd'hui. Une île par le passé faisait référence donc à un continent. Donc au départ, Christophe Colomb, malin qu'il est, sachant qu'il allait essayer de récupérer un maximum d'or, hein, parce que c'était le point fondamental dans son objectif. Donc il a caché les informations matérielles qu'il possédait au sujet de ce continent qui se trouvait par-delà l'océan Atlantique. Il a donc parlé uniquement de route. Et ensuite, il a souligné le fait que si jamais il découvrait de l'or, bien entendu, une grande partie en reviendrait au roi catholique. Donc il passait son temps à aller et revenir à la cour d'Espagne et à chaque fois il était rejeté, jusqu'au jour où il a fini par accepter en réalité de donner des éléments matériels qui allaient lui apporter ce soutien financier dont il avait besoin et ce soutien politique et religieux. Et il a donné donc les éléments matériels. Parmi les éléments, il y avait bien entendu les cartes géographiques. Il faut savoir que les Arabes de tout temps étaient de grands géographes et de grands cartographes. D'ailleurs, la plus ancienne carte du monde a été découverte en Mésopotamie. Elle se trouve aujourd'hui au British Museum, non loin également de tout ce qui a été artistiquement créé par les Africains du Bénin et du Nigeria. Et donc tous ces éléments matériels, nous les avons dans les musées européens aujourd'hui pour souligner donc cette réalité comme étant un fait scientifique prouvable. Et donc Christophe Colomb avait des cartes géographiques. Parmi ces cartes géographiques, il y en a une qui a été découverte qui a été prise par les Turcs ottomans lorsqu'ils ont capturé un navire au sein duquel se trouvait un marin qui avait fait l'un des voyages avec Christophe Colomb, je crois que c'était le 4e voyage, et qui avait en sa possession cette fameuse carte qui donnait des éléments cartographiques sur l'Amérique du Sud ainsi que sur l'Antarctique. Donc le Peter Rice, qui était le cartographe et amiral ottoman, a créé une carte géographique qui est connue et qui date du début du XVIe siècle, qui a été offerte à Sulayman le Magnifique et qui souligne un certain nombre de détails cartographiques
sur l'Amérique du Sud et sur l'Antarctique, sachant que Christophe Colomb n'avait pas été au-delà du nord de l'Amérique du Sud et que donc il ne pouvait pas avoir lui-même cartographié cette partie du monde, mais qu'il avait forcément eu des prédécesseurs qui avaient mis donc sur le papier, qui avaient couché sur le papier donc tous ces éléments géographiques. Donc ça, c'est l'un des points. Christophe Colomb donc, a prétendu vouloir traverser l'océan pour trouver une route vers les Indes. Ça, c'est une information qui a été, entre guillemets, mise devant les yeux du public plusieurs années après la mort de Christophe Colomb et après la soi-disant découverte de l'Amérique. En réalité, Christophe Colomb savait pertinemment que de l'autre côté de l'océan Atlantique, il y avait une population qui était arabo-musulmane, mais comme il y avait eu la destruction donc, de cette partie de la civilisation arabo-musulmane dans la péninsule arabique, et par l'Inquisition et par toute cette agression religieuse et à l'encontre des musulmans. Donc les Espagnols n'allaient pas crier haut et fort qu'en réalité, par-delà l'océan Atlantique, c'était la même population qui s'y trouvait. Et donc les gens ne comprenaient pas, les chercheurs ne comprenaient pas pourquoi cette velléité de détruire tout ce qui se trouvait par-delà l'océan Atlantique, en disant que les Indiens d'Amérique étaient des sauvages, qu'ils avaient un livre qui était diabolique. Et enfin, ils ont fait montre d'une agressivité qui était toute spéciale, même si nous savons que le colonialisme a toujours été extrêmement destructeur. Mais là, dans le cas de l'Espagne, avec la soi-disant rencontre avec les peuples d'Amérique, c'était particulier parce que on ne voulait pas que les populations du monde sachent que par-delà l'océan Atlantique, il y avait les Arabes, les arabo-musulmans, qui y étaient déjà depuis très très longtemps. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à cette rencontre entre l'islam et les peuples d'Amérique est porté, encore une fois, par la population arabe. Et lorsque je fais référence à la population arabe, il faut savoir que pour moi, tout comme pour les chercheurs qui sont objectifs, les Berbères, parce que ça c'est un point d'une haute importance, on parle souvent de Berbères en souhaitant les différencier des Arabes. Or c'est totalement faux. Les Berbères sont des populations arabes qui sont arrivées d'un point géographique du sud de la péninsule arabique, de ce qu'on appelle aujourd'hui le sultanat d'Oman et le Yémen, où jusqu'à aujourd'hui ces mêmes dialectes sont parlés par ces populations arabes. Les dialectes qu'on dit kabyles sont des dialectes qui sont des débris de la langue arabe, qui est en réalité la langue mère de langues qui sont qu'on appelle araméennes ou phéniciennes ou sumériennes ou hébraïques, etc., ou même égyptiennes. Il y a même des ouvrages qui ont été écrits à ce sujet par un certain Hosheim Fahmy, et qui parle justement de l'arabité des populations égyptiennes et de la langue égyptienne. Donc pour faire référence à une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec notre ami Abdelkader. Donc il faut, pour pouvoir retrouver les routes vers l'Amérique, il faut pouvoir retrouver le chemin qui a poussé les Arabes depuis la péninsule arabique vers les différents continents où ils ont été non seulement retrouvés par des spécialistes européens, par des chercheurs européens, par des navigateurs européens qui ont été dans des pays tels que le Guatemala, qui ont trouvé des populations qui étaient habillées de la même manière qu'au Maghreb, avec les vêtements, par exemple, je parle par exemple des vêtements de l'Émir Abdelkader, avec exactement les mêmes vêtements bandos blancs, mais il y a également au sein même de la galerie de la guerre à Washington
des illustrations qui stipulent bien que les Indiens n'étaient pas à demi nus avec des plumes sur la tête, comme on a bien voulu nous les montrer dans les films westerns qui ont joué un rôle fondamental dans cette falsification de l'histoire de l'Amérique, puisque dans cette fameuse galerie américaine, il y a donc les Indiens qui portent des turbans, qui portent la djellaba comme elle est portée en Afrique du Nord. Donc les Arabes, donc avant l'islam, étaient donc de très grands navigateurs, et ils sont eux-mêmes les inventeurs de la boussole. On nous apprend à l'école beaucoup de bêtises à ce sujet. On nous dit que ce sont les Chinois. Or, les Chinois eux-mêmes disent que ce sont des étrangers avec lesquels ils commerçaient beaucoup et qui étaient à l'origine de la découverte de cet instrument de navigation. Mais on continue quand même à dire à affirmer que ce sont les Chinois, alors que les Chinois eux-mêmes disent que ce sont les Arabes. Et donc cette volonté de cacher tous les apports de la civilisation arabe pré-islamique au développement scientifique, au développement des connaissances de l'humanité est extrêmement important. Parce que lorsqu'on détruit l'apport de la civilisation arabe, ce n'est que la première étape vers la destruction de l'apport de la civilisation arabo-musulmane, c'est-à-dire les musulmans, quels qu'ils soient perses, qu'ils soient turcs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient africains, noirs africains, qu'ils soient indonésiens ou autres. Il faut savoir que lorsqu'on s'attaque aux Arabes, lorsqu'on s'attaque à la civilisation arabe, ça n'est que le début. Donc si la brèche s'ouvre, c'est tout le reste qui va tomber. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les chercheurs, que les étudiants s'affirment et refusent de continuer à raconter une version de l'histoire qui est totalement fausse, une version la méconnaissance. Ils sont en train de diffuser la méconnaissance dans le domaine aussi bien linguistique que maritime, archéologique ou historique. Et c'est-à-dire que s'ils ne rentrent pas dans les rangs, on ne leur donne pas les diplômes qu'ils recherchent. Bien entendu, quelque part, on peut les comprendre, mais quelque part, si on ne met pas le holà face à cette volonté d'imposer une histoire de l'humanité qui est totalement faussée, eh bien, on va finir par perdre de vue toute la réalité historique du passé de l'humanité. Donc, Christophe Colomb, en 1492, a donné un coup supplémentaire à l'histoire, à la civilisation arabo-musulmane en elle-même, parce qu'il faut savoir que Christophe Colomb, c'était l'or, mais c'était également la volonté de prendre ou de reprendre, selon le point de vue duquel on se place, la Palestine aux musulmans. Et donc il y a eu tout un montage qui a été fait d'un point de vue idéologique et d'un point de vue historique et d'un point de vue donc religieux. Donc cette version qu'on nous a servie concernant une soi-disant découverte de l'Amérique par Christophe Colomb est en réalité une version donc catholique de l'histoire de l'humanité qui a été reprise et diffusée par tout le monde, aussi bien les arabo-musulmans que tous les autres. Et comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on parle de la possibilité que d'autres populations mondiales aient effectué un voyage avant Christophe Colomb, on nous sert et on nous resserre l'histoire des Vikings qui auraient, avant Christophe Colomb, découvert le continent américain. Il faut savoir une chose, c'est que les Vikings n'ont découvert le continent américain qu'au 9e, 10e siècle. Et que lorsque l'Europe s'est refermée sur elle-même et a refusé tout contact avec les musulmans, avec les arabo-musulmans, les Vikings ont maintenu eux-mêmes leur contact avec les pays arabo-musulmans et il y avait donc des ambassades qui étaient envoyées entre les uns et les autres. Et par ailleurs, il y a eu des découvertes récentes
en Scandinavie de tombes de guerriers vikings qui étaient de confession musulmane. Ce qui est extrêmement important pour souligner cette présence musulmane dans le nord de l'Europe et pas uniquement dans le sud. Et donc, en ce qui concerne le continent américain, ceux qui ont porté cette nouvelle religion, l'islam, c'était bien entendu les navigateurs qui étaient donc arabes, on le sait maintenant, mais ce sont également les membres de l'Empire du Mali, les Noirs africains, qui étaient de très grands navigateurs et dont on ne parle jamais. Ou alors, lorsqu'on en parle, on fait leurs bateaux couler dans l'Atlantique. Donc, lorsque les Européens font des voyages vers diverses régions du monde, ils le font en parfaits experts de la navigation et ils font des découvertes parce qu'ils ont cherché ces découvertes. Il y avait donc un échange qui était aussi bien dans le domaine culturel que dans le domaine politique, dans le domaine artistique, dans le domaine religieux. Et c'était un échange qui n'était pas belliqueux, c'était pacifique. La différence entre la soi-disant découverte de l'Amérique en 1492 par les Européens avec celle qui l'a précédée par les Africains ou par les Arabes était qu'elles étaient pacifiques. Ils n'y allaient pas en conquérants, tueurs, assoiffés de sang et assoiffés d'or. Ils y allaient, c'était pacifique, c'était paisible. Voilà. Et donc, comme le disent si bien les Africains, tant que le lion n'aura pas d'historien, ce sont les chasseurs qui vont écrire son histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Africains ont malheureusement abandonné leur histoire à la plume des orientalistes qui en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Donc ils ont effacé leur apport à l'humanité et certains présidents se sont même autorisés à dire aux Africains qu'ils n'avaient pas d'histoire, qu'ils n'avaient pas de civilisation, alors qu'à Tombouctou il existait, d'ailleurs dont on a appris entre guillemets la découverte de la fameuse bibliothèque de Tombouctou, composée de plusieurs centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'ouvrages. Et certes, ça c'est la bibliothèque de Tombouctou, mais il faut savoir que les Africains possédaient, on va dire, à titre individuel, dans chaque famille, possédaient des centaines de livres. Donc ça remontait à plusieurs siècles. Au même moment, en Occident, ils ne possédaient pas de bibliothèque, où il existait 2 ou 3 bibliothèques composées de quelques 600 ou 700 ouvrages. Alors qu'au même moment, en Afrique noire, l'or africain, c'était les livres. Donc ça, c'est un point extrêmement important à souligner, d'autant plus qu'il y a également cet apport religieux des Africains, puisqu'il y a eu un certain nombre de tribus amérindiennes qui portaient donc des noms d'Afrique noire, et dont les Morabitoun qui étaient en Amérique, et les Imama, et un certain nombre d'autres que là je n'ai pas en tête, mais je peux vous les donner plus tard, ce n'est pas du tout un problème. Mais c'est pour vous dire que ce lien religieux entre l'Afrique et l'Amérique est souligné entre autres par les Indiens Cherokees, puisque les Indiens de la nation Cherokee soulignent le fait que leur religion, leur livre leur a été apporté par une flotte qui venait de l'Est. Et donc cette flotte qui venait de l'Est, pour eux, c'était probablement celle de l'Empire du Mali. Ça peut être lié aussi bien à Morabitoun que l'Empire du Mali, puisqu'ils étaient tous liés d'un point de vue historique, géographique et maritime. Il y a eu donc un certain nombre de voyages qui avaient été faits au XIVe siècle, entre autres, et de toutes les façons bien avant Christophe Colomb, souligné par ce fameux moine franciscain qui
qui était déjà en 1350. Et donc les Indiens Cherokees, et parmi eux un certain Robert Dixon Crane, qui est l'ancien conseiller de Richard Nixon aux affaires amérindiennes, porte-parole de la Maison-Blanche, et également conseiller de Nixon au niveau affaires, enfin les affaires, c'était un peu les affaires étrangères, et qui fut également, qui a occupé un certain nombre de positions donc, politiques aux États-Unis, auprès de la Maison-Blanche, mais également en tant qu'ambassadeur, en tant que directeur de la sécurité nationale américaine, et qui est également le descendant de l'un des derniers imams de la nation Cherokee, a souligné le fait que les Indiens Cherokees étaient liés à l'Empire du Mali, qui leur avait apporté le livre. Et donc lorsque les Amérindiens de cette nation étaient vus en train de faire la prière en tant que musulmans, ils étaient emprisonnés. Et ils ont décidé qu'il fallait éviter de le faire ouvertement, sinon ils risquaient gros. Les Indiens Cherokees ont été par la suite malmenés, puisqu'ils ont été déportés en plein milieu de l'hiver vers le Midwest depuis les États de l'Est des États-Unis. Donc les Cherokees ont compris qu'ils allaient être probablement mis à mort, parce que déjà le choix de l'hiver, le blizzard et le froid de la saison hivernale américaine sont bien connus. Donc il y a une partie qui est arrivée à destination, une partie qui est morte, et une partie, enfin 3 groupes plus précisément, si ma mémoire est bonne, qui ont réussi à fuir vers le nord des États-Unis, 2 dans l'Indiana et dans l'Iowa, et qui ont réussi à préserver la religion musulmane, qui était aussi bien la religion des Indiens Cherokees que celle des Apaches ou d'un certain nombre de tribus de l'ouest des États-Unis, puisque on nous a également souligné le fait que lorsque les Apaches se sont battus contre les Européens, ils l'ont fait en tant que musulmans, et c'était pour eux c'était le djihad contre l'envahisseur qui venait prendre possession de leur territoire. Il faut savoir également que parmi les Indiens, parmi les tribus indiennes d'Amérique, plusieurs portent des noms arabes, dont celles qui se trouvent dans le Nouveau-Mexique ou le Colorado ou l'Arizona et un certain nombre d'autres États des États-Unis. Donc il y avait donc Taos, il y avait Al-Oraibi, il y a cette présence arabe. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les peintures ou les illustrations de la ville, des villages Taos aux États-Unis, vous avez l'impression que vous êtes en Afrique du Nord, du fait des constructions architecturales, aussi bien que du vêtement quotidien des hommes. Donc c'était également Albornoz qu'on a retrouvé aussi bien en Amérique centrale qu'en Amérique du Nord. En outre, la numismatique également a prouvé cette présence musulmane, arabo-musulmane en Amérique, avec des découvertes qui avaient été faites dans le nord-est des États-Unis, du côté de Boston, où il y avait des ouvriers qui étaient en train de préparer un chantier lorsqu'ils ont déterré des pièces de monnaie avec La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, qui était écrit. Cette présence musulmane est attestée par les Amérindiens eux-mêmes, qui commencent à revenir à la religion de leurs ancêtres, mais également qui est précisé, donc souligné par la numismatique, par l'archéologie, puisque dans l'état du Nevada, le nom de Rasulullah a été découvert en lettres koufiques, qui est une calligraphie arabe originaire de Koufa. Et c'était donc dans la vallée de Feu,
dans le Nevada, non loin de Las Vegas, avec un certain nombre d'artefacts et d'écritures qui étaient semblables à celles qu'on trouve en Afrique du Nord et précisément en Algérie. Donc ce lien je précise l'Algérie parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, l'Algérie pardon et la Libye. L'Algérie et la Libye, et il y a des travaux qui ont été faits par les chercheurs américains et libyens à ce sujet. Barifel et le fameux Hussein dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait un certain nombre de recherches sur les langues arabes, sur l'Égypte aussi bien que sur toutes les découvertes qui avaient été faites par-delà l'océan Atlantique et qui jetaient donc un pont archéologique et un pont linguistique entre le continent américain et le continent africain. Il faut savoir une chose, c'est que pour comprendre l'histoire de l'Amérique, il faut comprendre l'histoire de l'Afrique. Et pour pouvoir comprendre l'histoire de l'Afrique, il faut à tout prix reprendre possession de l'histoire de l'Afrique noire, aussi bien que celle de l'histoire des Arabes qui étaient en Afrique du Nord, bien avant la pseudo-présence musulmane, arabo-musulmane du 7e siècle. Ça, c'est totalement faux. Lorsqu'on vous dit que les Arabes ce sont les Arabes qui ont arabisé les populations de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, ce sont des gens qui ont des objectifs idéologiques, politiques. Il faut savoir que l'Algérie est un pays qui est riche, tout comme la Libye. Il y a des minerais, il y a des puits de pétrole, il y a des champs de gaz, il y a le diamant, il y a toutes sortes de minerais, tout comme dans les autres pays d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc, si on veut vous empêcher de traverser l'Atlantique dans les livres, eh bien, on va commencer par le faire en vous empêchant d'avoir accès à des données historiques au sujet des Arabes de la péninsule arabique, et ensuite leur cheminement vers l'Afrique du Nord qui date de plusieurs millénaires, et ensuite de leur connaissance maritime qui leur ont fait traverser l'Amérique, et dont on a retrouvé des traces aussi bien au Mexique qu'aux États-Unis, au Canada ou en Amérique du Sud, dans le Brésil par exemple. Le Brésil en particulier a été le pays où auraient débarqué les Africains de l'Empire du Mali, puisqu'un certain nombre de découvertes ont été faites aussi bien dans la forêt amazonienne que dans le sud du pays. En outre, donc, comme je le disais tout à l'heure, les Africains ont les fait couler dans l'océan Atlantique, alors qu'il y a des informations qui ressortent même du texte qui a été repris par leur mari et qui nous a été transmis au sujet donc, de la discussion qu'il y avait eu entre Abou Bakr du Mali et Mansour Moussa, ainsi que les navigateurs qu'il avait envoyés. Donc, par rapport à cette histoire, il faut préciser qu'il y a eu une première flotte qui avait été envoyée par Abou Bakr du Mali pour aller vers le continent américain. Une fois près donc des côtes américaines, les premiers bateaux ont été emportés par un fleuve qui se trouvait en plein milieu de l'océan. Et ce fleuve qui est en plein milieu de l'océan, en réalité, est le Gulf Stream. C'est un courant qui est bien connu et que l'on retrouve depuis le nord jusqu'au sud de l'Amérique, enfin, qui fait un peu le tour. Et donc c'est à ce sujet donc que le navigateur, enfin le seul bateau qui ait réussi à échapper à ce fleuve faisait référence, et donc le capitaine est revenu, le seul capitaine qui entre guillemets qui soit revenu vers le Mali, et cet homme qui a ensuite précisé que tous les autres avaient été emportés, mais qui dit emporté ne dit pas couler. C'est-à-dire lorsqu'on va dans l'eau, on est emporté par le courant, mais on ne va pas forcément couler parce qu'un courant nous emporte de l'autre côté. Donc, lorsqu'il
lorsque ce texte a été analysé par quelqu'un comme Hamidullah, qui est un savant et un traducteur du Coran, il a mis le point sur une information qui n'est pas négligeable. C'est le fait qu'il y ait eu une information qui était officielle, qui était dite, soulignée devant le public, et qu'il y ait eu des informations qui étaient transmises à huis clos, pour que les informations d'un point de vue commercial ou maritime ne tombent pas dans de mauvaises oreilles. Donc Abu Bakr a mis en place une seconde flotte, composée également de plusieurs centaines de navires, et il a mis à la tête de son royaume Mansour Moussa, et le fait qu'il ait mis quelqu'un d'autre à sa place prouve qu'il savait qu'il n'allait pas à l'aventure, qu'il y avait quelque chose à récupérer de l'autre côté. Sinon, il n'aurait pas joué son empire pour une soi-disant aventure maritime. Il savait ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan, et de toutes les façons, ça a été prouvé par la suite. Donc Mansour Moussa a fait un pèlerinage à la Mecque, en passant par l'Égypte, et il est connu pour avoir distribué de l'or en cours de route, de l'or de toutes les façons qui, entre nous, ne lui appartenait pas personnellement, mais appartenait à l'Empire du Mali, appartenait au peuple malien. Et ce n'est pas le peuple malien comme on le voit par rapport aux frontières d'aujourd'hui, bien entendu, c'est toute une partie de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est lui qui a transmis l'information concernant cette flotte dirigée par Abu Bakr, qui était partie sur le continent américain. Et par la suite, il y a un certain nombre d'archéologues qui ont mis au jour des découvertes dans le domaine de l'orfèvrerie, qui ont souligné cet apport africain dans divers domaines, parce que les Noirs africains étaient vraiment spécialistes de l'orfèvrerie. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à aller au British Museum pour voir quel degré de raffinement ils avaient atteint dans ce domaine-là. Donc j'essaye de vous parler un peu de différentes choses pour que vous puissiez avoir en 35 minutes, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai dépassé mes 35 minutes ou non, pour que vous puissiez avoir accès à un maximum de données, pour ensuite pousser les recherches un peu plus loin, vous, enfin de votre côté en tant que lecteur, parce qu'on ne peut pas tout dire en 35 minutes. Seulement, une chose est sûre, c'est que lorsque j'ai débuté ces recherches, c'était en 2000 ou 2001, et je l'avais fait parce que j'avais lu à plusieurs reprises le Noble Coran, et que j'y disais qu'aucun peuple n'était détruit sans avoir reçu au préalable un avertisseur, un prophète. Et j'ai dit, ok, et les Indiens d'Amérique. Je ne comprenais pas pourquoi les Indiens d'Amérique n'avaient pas été englobés dans ces peuples qui avaient droit à la révélation divine, ce qui était totalement illogique. Donc j'ai lu et relu le Coran, et à chaque fois il y avait des informations qui sortaient, enfin qui m'apparaissaient en fait, et qui soulignait le fait que c'était tout à fait impossible. Je me suis dit, alors si c'est impossible, si tout le monde reçoit le message divin, c'est qu'il y a une information qui manque, c'est qu'il y a un chapitre de l'humanité, celui relatif aux Amérindiens, qui a disparu. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, et la première chose que j'ai découverte dans mes recherches, ça a été la présence de la langue arabe en Amérique du Sud. Ça a été un choc pour moi, parce que faisait la langue arabe en Amérique du Sud. Et donc à partir de là, j'ai repris toute l'histoire de la soi-disant découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, sur son histoire en tant que pseudo-navigateur, pseudo-amiral, ayant des connaissances dans le domaine maritime qui est extrêmement poussées, et qui a également énormément raconté d'histoires sur même ses ancêtres, qu'il a présenté comme étant des amiraux. Or,
Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur lui par surtout un franco-américain qui s'appelle Henri Vigneault, qui était le spécialiste en la matière et qui a prouvé de manière vraiment scientifique, objective, que Christophe Colomb avait non seulement menti sur ses origines, mais également sur ses connaissances, et qu'il avait forcément des éléments matériels qui l'ont mené sur le continent américain. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, ces éléments matériels ont été repris ensuite par les Turcs ottomans, en fait, qui, en capturant ce fameux navigateur qui était avec lui durant son 4e voyage, si ma mémoire est bonne. Et en ce qui concerne les informations d'ordre scientifique, les connaissances scientifiques que possédaient les arabo-musulmans, il y a un ouvrage que je vous conseille en particulier, et c'est celui qui a été écrit par Fuat Sezgin, un savant turc qui a travaillé sur ce sujet, enfin sur l'histoire des sciences, sur la technologie dans le domaine, enfin la technologie musulmane, durant 65 ans, et qui, durant ces 65 années, a essayé de convaincre les gouvernements des pays arabo-musulmans qu'il y avait eu une falsification de l'histoire et qu'il fallait à tout prix reprendre possession de notre héritage pour pouvoir ouvrir la voie vers une nouvelle page, en fait, une nouvelle page de l'histoire des sciences. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer en octobre 2017 à Francfort. Je ne vous raconte pas l'histoire qu'il y a autour, parce que ça fait partie des événements plein de mauvaises surprises auxquelles j'ai dû faire face durant toutes ces dizaines d'années de recherche, où à chaque fois je me retrouvais avec des gens qui essayaient de me bloquer pour une raison ou une autre, pour m'empêcher d'accéder à la vérité scientifique. Et donc Fuat Sezgin m'a reçu, et il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour moi. Je lui ai dit que tout simplement j'étais en train de faire des recherches dans le domaine maritime, et que ces recherches-là m'avaient prouvé que les arabo-musulmans étaient en Amérique avant Christophe Colomb, et qu'il y avait eu une falsification de l'histoire. Il m'a répondu que lui, il avait essayé durant 65 ans de les convaincre qu'il y avait eu une falsification de l'histoire, et qu'il parlait quelque part, qu'il prêchait, et que la plupart ne répondaient pas. Même si, pour la création de son institut, il y a eu donc le soutien du roi d'Arabie Saoudite, je crois que c'était le roi Faisal, si ma mémoire est bonne, et que certains gouvernements de pays arabes avaient également financé son institut, dont l'Algérie. Je m'en rappelle pour la simple raison qu'on a essayé de m'empêcher de rentrer dans son institut et de visiter son musée. Lorsque j'ai essayé de le faire, on m'a dit « mais vous ne pouvez pas visiter ce musée parce que vous êtes seul ». Je lui dis c'est la première fois de l'histoire que j'entends que pour rentrer dans un musée, il fallait être en groupe. Et donc il y avait en réalité un certain nombre de données que l'on souhaitait m'empêcher d'atteindre. Et donc je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même rencontré, j'ai quand même pu... j'ai quand même pu discuter avec lui et comprendre qu'il y avait une volonté de la part de certains de maintenir caché, dissimulé une partie de l'histoire de l'humanité. Donc ma réponse a été que jusqu'à maintenant j'avais frappé aux portes des gouvernements arabo-musulmans pour les alerter, et que j'avais décidé en 2017 que ce n'était pas les gouvernements arabo-musulmans qu'il fallait alerter, mais les populations mondiales, parce que ce sont les populations mondiales qui n'ont pas un intérêt quelconque dans la dissimulation de la vérité, qui porteraient notre patrimoine historique mondial, et qui le porteraient de manière intègre en apportant, en transférant, simplement en transmettant les connaissances telles quelles aux générations futures qui ont droit à cette vérité
qu'on a cherché à nous cacher durant des siècles de mensonges éhontés. Voilà, donc chacun doit faire quelque chose à ce niveau-là. Il ne suffit pas simplement d'écrire un livre et de s'arrêter. Donc, grâce à Monsieur Crane des États-Unis, le projet est en train de prendre son essor, vraiment de manière officielle, parce que jusqu'à maintenant ça a été à un niveau individuel, mais maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'aider à porter cet héritage de l'humanité et à le transmettre contre vents et marées. Et c'est le cas de le dire. Voilà. Merci à vous. Merci.